Donc, tout le monde connaît, je pense, HP, qui est une petite société en informatique. Le point, c'est qu'il y a cela quelques années, une petite vingtaine, HP avait créé un des premiers portails partenaires, en tout cas dans le secteur informatique. Comme vous pouvez vous imaginer, dans une société de la taille d'HP, vous avez un certain nombre de business units, un certain nombre de, on va dire, d'entités, certaines compétitrices, pour d'autres en directe collaboration, mais qui se retrouvent à chacune gérer leur portail partenaire. Donc l'un des éléments clés de ce projet, ça a été vraiment de refondre, excusez-moi, l'ensemble de ces éléments pour amener à un portail unique qui simplifie la vie de nos partenaires. Et ce projet a donc commencé en 2013 avec une équipe internationale et donc pour un environnement international. HP, on va le présenter rapidement derrière, donc je vais te parler de ça. Ce que je viens de dire. Vous voyez que le mot international revient souvent, et la raison en est simple, c'est un petit peu HP couvre aujourd'hui 170, c'est pas du tout dans le sens dont je me rappelais, excusez-moi. En fait, HP, quelques chiffres clés, c'est 300 000 employés dans le monde, société qui s'apprête à fêter ses 75 ans, qui fait aujourd'hui 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais surtout qui a différents métiers. Ce dont je viens de vous parler, c'est donc les imprimantes et les périphériques, je pense que tout le monde le connaît. Les PC et les serveurs, tout le monde le connaît. L'ensemble de ces deux éléments représente un bon 30% bien tassé du chiffre d'affaires d'HP. Vous avez le cloud et le big data qui représentent encore 10%, et le service aux entreprises qui représente encore une vingtaine de pourcents. Donc deux grands blocs, imprimantes périphériques, PC et services, et du coup vous avez tous ces éléments-là. Je suis trop long peut-être. Mais donc la partie service, HP est également intégrateur de solutions Liferay, avec une centaine de personnes dans le monde, mais avec un modèle très offshore, un modèle avec l'Inde, avec l'Égypte. Et donc c'est pour ça qu'on aime, en termes d'intégration, s'affilier aussi bien avec nos grands centres internes qu'avec des experts locaux. Pour le projet Unison Portal, donc on s'est affilié à Orange Business Services en tant qu'expert de cette solution sur le territoire français, tout simplement. Et donc c'est dans ce cadre qu'Orange Business Services est venu renforcer un peu les forces vives d'HP pour apporter un peu d'expertise autour du produit Liferay. Donc Orange Business Services, c'est une activité tant sur le plan national qu'international, avec, en ce qui concerne la compétence Liferay à proprement parler, un peu plus de 50 collaborateurs dédiés qui pratiquent essentiellement cette technologie au quotidien. Donc, l'histoire d'Orange avec Liferay, c'est quelque chose qui dure depuis 2005. Donc, ça commence à faire quelques années. Et c'est malgré tout qu'assez récemment qu'on a franchi le pas et qu'on est devenu partenaire Platinum. Ça, c'était l'année dernière. Et depuis, on a réalisé dans ce cadre un peu plus de 45 projets sur la technologie Liferay. Le projet Unison avec HP étant l'un des derniers en date dans cette série. Alors, les domaines d'intervention d'HP, d'Orange, sur les technologies Liferay d'Orange couvrent un large spectre de compétences et de profils requis sur un projet de type Liferay. Donc, de façon assez classique, on prend en charge les aspects de conception, de réalisation, d'audit, de conseil. C'est plus particulièrement dans ce cadre-là qu'on a collaboré avec HP sur Unison. On a également un pôle digital qui est capable de faire de la conception graphique et son implémentation. En tant qu'Orange, on est également éditeur d'un catalogue de portlets sur étagère. Donc un certain nombre de modules de portlets un peu génériques qu'on est capable de redistribuer et revendre à l'unité en fonction des besoins. Et au-delà de ça, un projet Liferay, c'est rarement un produit Liferay tout seul qu'on met en œuvre, c'est tout un écosystème qu'on
qu'on a autour. Et donc, on a toute une activité d'intégrateur technique de diverses solutions qui font qu'on est capable de venir insérer un produit Liferay dans le reste du SI qu'on a autour de nous pour se plugger avec des solutions tierces, que ce soit IBM, Microsoft, SAP, Talent, j'en passe. La liste n'a pas pour vocation d'être exhaustive. Et à côté de ça, on est structuré pour faire du support essentiellement de niveau 2 et 3 sur les projets qu'on réalise. Bon, je ne m'étends pas plus, l'idée c'est pas non plus de faire une description trop exhaustive sur ce plan-là. Et je te repasse. Merci. Moi j'aurais une petite question toute simple. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le nombre de partenaires que vous imaginez que HP gère via Liferay? 5 000. On monte. José, tu n'as pas le droit de répondre. Bon, je vais vous donner une petite idée, monter beaucoup plus. Allez-y. 500 000. Ok, là on est allé un peu fort. Mais vous avez raison. Dans le sens où aujourd'hui, avec Liferay, HP gère 250 000 partenaires non retailers. Et quand on intègre les retailers, 750 000. Voilà ce qu'est capable de faire Liferay aujourd'hui et ce que donc nos équipes ont intégré. Le lancement est donc prévu actuellement, maintenant, en fait, cette semaine. Le nombre de langues disponibles, c'est 24 langues en première phase. On va peut-être monter à une cinquantaine. L'idée, c'est qu'on a 4400 catégories pour l'audiencing. Donc vous imaginez que c'est peut-être pour ça qu'on fait un petit focus dessus derrière. Le nombre de contenus en ligne, c'est 10 000, ce qui est assez faible. Pour vous donner une idée, on a 4000 introductions de produits par an qui doivent être poussées sur l'ensemble de nos partenaires, donc multiplié par les 75 années d'existence. Bon, d'accord, on ne vend plus la calculatrice d'il y a 30 ans, mais vous imaginez un petit peu le nombre de produits live que nous devons réussir à mettre en avant. Et moi, c'est ce chiffre que j'aime bien. Je voulais poser la question, rappelez, combien de services on a intégrés avec Liferay? J'ai bien aimé la phrase de tout à l'heure de Chang qui disait l'intégration mène à l'interaction. Et le diagramme qui montrait bien cette histoire de connexion des systèmes internes assez simples, hein, le RP, le CRM. Chez HP, on a encore un petit peu on a du travail, peut-être IT à faire sur nous-mêmes. On a des dizaines d'outils et voilà, on en est aujourd'hui à une centaine de produits intégrés pour permettre tout cela. Donc du coup, je passe, 1 million, à terme, on vise 2 millions. Et l'idée, c'est bien sûr qu'on a également un targeting du site par zone géographique. Je pense que ces données-là sont un petit peu moins intéressantes, donc je vais aller très vite. L'idée, c'est qu'on a eu un management de projet qui était assez international. Voilà, depuis le design qui s'est fait à San Diego, en passant par les équipes expertes qui étaient plutôt sur Grenoble et à Nantes. Enfin bref, voilà, on passe et des meilleurs. Je pense que c'est les éléments clés que je voulais vous parler à propos de l'outil. On va passer maintenant peut-être sur quelques captures d'écran, sur quelques fonctionnalités clés. Est-ce que à ce stade déjà vous avez quelques questions? Non? Alors soit je n'ai pas du tout intéressé, soit j'étais extrêmement clair, c'est ça qui est bien. Ça viendra après. Ou alors ça viendra après, exactement. Comment vous avez géré le targeting géographique? Alors comment on a géré le targeting géographique? Quel est le sens de ta question en fait? Tu veux dire techniquement parlant? Je ne pourrais pas te répondre. Ça lui Et c'est précisément un focus qu'on va faire dans la suite de la présentation. Laissez Sylvain répondre. Après, dans cette... Donc, histoire de projeter les choses de façon un peu plus concrète sur les objectifs et les enjeux du portail, on va regarder un peu quelques captures d'écran de façon à figer un peu les choses. Donc le point d'entrée dans le site, c'est ce qu'on appelle la homepage classiquement, et qui est un espace qui a vocation à permettre aux partenaires d'avoir une page qui lui présente à la fois un contenu personnalisé, mais qui est également personnalisable. C'est-à-dire que
tous les contenus qui sont présentés aux utilisateurs. Ici, ça concerne essentiellement le bandeau supérieur de la page, où on a une image qui est en fait un carrousel. C'est une information qui est fournie de façon individualisée à chaque partenaire. De la même façon, le carré bleu qu'on a dans le cadran supérieur droit, c'est une liste de notifications qui sont propres aux partenaires. C'est de la contribution, ce sont des contenus web au sens Liferay, pour parler concrètement, mais ce sont des choses qui sont filtrées dynamiquement et qui fournissent une information qui est vraiment individualisée. Donc ça, c'est la partie personnalisée de la page. Après, on a un espace que je vais un peu moins détailler ici parce qu'on fera un focus spécifiquement dessus un peu plus tard, qui est ce qu'on appelle le My Dashboard. Ici, cette fois-ci, c'est un espace qui est customisable, c'est-à-dire que ça, c'est la home page du site, mais chaque partenaire a la possibilité d'aller personnaliser cette page en allant supprimer, ajouter, réarranger ces différents widgets, qui sont des portlets en terminologie Liferay. Et donc chaque partenaire a la possibilité de se construire son dashboard, et ce dashboard, ça a vocation à lui donner un accès direct à cette fameuse liste un peu riche de 100 services externes qui sont intégrés dans le portail, plus éventuellement des widgets qui présenteraient une information plus rédactionnelle via des contenus web qui seraient poussés et mis à disposition des utilisateurs. Donc on a cette première page qui est vraiment le point d'entrée dans le site. Ensuite, de façon un peu plus classique, on a un espace nommé My Account qui permet aux partenaires de gérer l'ensemble de son interaction avec le portail pour gérer les accès de ses différents membres, déléguer certaines choses, enfin configurer, gérer son espace, plus à chaque fois la possibilité d'avoir du contenu remonté et filtré de façon à être à chaque fois le plus pertinent possible. C'est bien, on va juste essayer d'accélérer. J'ai pris trop de temps et je m'en excuse. Ouais. Donc, une partie importante du portail, c'est tout ce qui est présentation, accès et recherche du catalogue de produits d'HP. Bon, on comprend bien que c'est quelque chose qui est assez important. Ça, c'est une intégration d'un service externe. Donc, le catalogue de produits est entièrement géré en dehors de Liferay, mais pour autant, il est intégré, cherchable, navigable depuis Liferay de façon tout à fait fluide. Et on a ce qui s'appelle, le titre n'est pas exact, c'est pas une fiche produit, c'est une fiche service. Donc tous ces fameux 100 e-services ont chacun dans le portail une fiche signalétique qui permet d'en savoir un peu plus sur ce que permet de faire le service, d'avoir une information riche. Et c'est éventuellement ces services-là qu'on peut retrouver en mode un raccourci dans le dashboard que je présentais tout à l'heure. Donc, si on avance un peu et qu'on regarde les fonctionnalités clés qu'on a derrière ce portail. Déjà, à travers les chiffres que présentait Guillaume, il paraît tout de suite évident qu'il y a un travail de structuration des choses un peu avancé, parce que quand on a une telle masse de partenaires, un certain volume de contenu, un certain volume de services, d'applications qu'on met dans le portail, on a besoin d'une organisation un peu riche, d'une structuration un peu riche, que je détaillerai un peu plus tard. Bien évidemment, il y a le développement de tout un tas de portlets spécifiques. Je dirais que ça, c'est le quotidien d'un projet Liferay. Il est bien rare qu'on se contente de poser un bundle et qu'on se débrouille avec le catalogue d'applications natif. Il y a cette intégration de e-service. Alors, quand on intègre 100 e-services et que probablement on va en intégrer bien plus derrière, on ne le fait pas, on ne prend pas les services un à un pour faire une intégration one-shot de chaque e-service. Donc là, derrière, il y a une fabrique à intégration qui fait que c'est véritablement une fabrique qui permet, sans avoir à développer de code, d'intégrer de nouveaux e-services juste par configuration, sans avoir à produire un code spécifique pour chaque nouvel e-service. Donc ici, c'est une fonctionnalité un peu cœur, un peu centrale, vu la place que prennent ces e-services et le volume de e-services qu'on a dans ce portail. Comme vous avez pu le voir sur les captures d'écran, il y a une large place accordée au contenu. Donc bien évidemment, il y a quantité de structures et de templates au sens CMS Liferay qui viennent supporter ces contenus-là, auxquels s'applique un workflow
Là, on est sur des choses qui sont un peu plus classiques et natives Liferay, pour lesquelles il n'y a pas une personnalisation démesurée, donc je le détaillerai un peu moins. Et sur les sites du portail, on a les fonctionnalités de staging activées. Donc on a les environnements live et staging qui permettent d'avoir une désynchronisation et un cycle de vie propre entre les sites visibles et accédés par les partenaires et ceux sur lesquels les utilisateurs internes de Liferay font leur contribution. Donc, faisons un peu un focus sur l'organisation du portail dont je parlais. Cette organisation, le choix a été fait de s'appuyer sur une modélisation géographique, une déclinaison selon un axe géographique du monde. C'est-à-dire qu'on utilise les concepts Liferay d'organisation pour modéliser le monde, avec une organisation pour worldwide, le monde entier, subdivisée via une hiérarchie en espaces régionaux, avec les plaques continentales, à l'intérieur de ces continents, par exemple l'Europe, les pays, avec éventuellement des groupements intermédiaires de pays, comme on aurait ici Benelux, à nouveau subdivisé en pays. Donc ça, c'est une vision un peu back-office, c'est la façon dont on structure les choses pour supporter nos données. En face de ça, on a la vision un peu plus front-office, qui est celle que voient nos partenaires in fine. Et pour les partenaires, bon, c'est un peu plus simple, on a 4 sites, au sens Liferay, un par continent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fonction des continents, on voulait avoir la possibilité de décliner l'organisation même des sites. Et ensuite, nos utilisateurs, bon, étant rattachés, nos utilisateurs portent en eux une information d'ordre géographique qui dit cet utilisateur, il est français, belge, nord-américain. Ce qui fait que pour un utilisateur donné, on a un rattachement à un site régional et tous les contenus qui sont visibles pour cet utilisateur sur ce site émanent de la structure des organisations qui est la structure qui porte les contenus, ce qui fait qu'un utilisateur d'un pays donné va voir quelque chose qui ne va pas être la même chose qu'un utilisateur d'un espagnol si je suis français. Donc, à cette structuration s'appliquent des mécanismes d'audiencing, donc on rebouclera sur la question qui avait été posée, qui permettent justement d'implémenter ces comportements qui ne sont pas tout à fait pour le coup natifs dans Liferay. Donc en termes de gestion de contenu, ce qu'il faut voir, c'est que ça transparaissait un peu dans ce que je disais précédemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des contenus qui sont présentés aux utilisateurs ne sont pas portés par les sites web, comme on ferait classiquement sur des projets Liferay plus ordinaires, mais sont portés par cette structure d'organisation. Donc on a nos articles et nos documents qui se ventilent sur un large arbre d'organisation, et on a toutes les structures et les templates qui supportent ces articles, qui sont remontés au niveau du scope global, de façon à partager ça entre toutes les organisations. Donc, maintenant, je reviens pour faire un peu un focus sur la page My Dashboard, donc sur la home page, et en particulier la partie My Dashboard. Donc ici, c'est l'espace dans la home page qui permet aux utilisateurs, via un menu qui n'est pas tout à fait celui natif de Liferay, qui permet d'ajouter des applications, mais qui est un menu un peu retravaillé, où on trouve nos fameux e-services préconfigurés. Donc une fois que c'est préconfiguré, ça se présente comme une portelette, et nos utilisateurs ont la capacité de réorganiser les pages de leur homepage, comme on ferait sur un iGoogle, un NetVibes, ou des choses un peu comme ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette homepage, c'est la homepage du portail HP. Donc, ce qui sort un peu de l'ordinaire, parce que c'est vrai que d'habitude, nos intranets, nos portails sont souvent très figés et on donne rarement l'opportunité à nos utilisateurs finaux. Là, on ne parle pas de nos administrateurs, d'utilisateurs internes d'HP, c'est les partenaires, les utilisateurs finaux. On leur donne assez rarement cette possibilité, qui est une possibilité native de Liferay, après tout, de réorganiser leur page, ce qui est après tout la valeur ajoutée de base de Liferay. Quand on fait une démonstration Liferay, c'est le premier truc qui vient à l'idée, et pourtant personne ne le fait jamais. Ici, c'est justement la fonctionnalité qui sort un peu de ce qu'on fait usuellement.
Alors maintenant, je vais faire un petit focus sur l'audienceing des contenus, qui est, de mon point de vue, la fonctionnalité qui sort le plus de l'ordinaire de ce que fait un Liferay out of the box. Et donc, c'est le mécanisme qui permet aux partenaires d'avoir la fonctionnalité que j'évoquais tout à l'heure, qui est qu'un partenaire, il voit des contenus web qui correspondent à son profil. Donc il y a tout un mécanisme qui permet justement d'avoir ce filtrage de façon dynamique en fonction d'éléments propres au profil de l'utilisateur. Alors, il y a 3 dimensions à ce filtrage. Il y a une dimension géographique. Mon utilisateur, il est français, belge, espagnol. En fonction de ça, il va voir des contenus qui sont localisés pour lui. Mais il peut être aussi en fonction de règles dynamiques. Je vais le détailler un peu après. Et en fonction du rôle. Alors le rôle, c'est vraiment ce que sait faire Liferay out of the box. Les 2 points précédents, c'est un peu plus que le out of the box. Et ces 3 dimensions peuvent être combinées dynamiquement à tout moment. Donc l'audienceing géographique, dans la pratique, ça veut dire qu'on a des contenus qui sont positionnés sur les différents nœuds de l'arbre des organisations. Et mon utilisateur final, quand il va arriver sur une page, il va réellement voir tous les contenus qui sont sur le chemin qu'il y a entre lui, qui est toujours sur une feuille de l'arbre, la localisation la plus fine, et la racine de l'arbre. Ça, c'est l'audienceing géographique. Donc, par rapport au mécanisme de scope habituel de Liferay, ça veut dire qu'ici, on a cette notion où on chemine dans l'arbre à l'envers en partant de la feuille pour remonter jusqu'à la racine. Ensuite, les règles dynamiques. Alors ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une puissance et une flexibilité extrême. C'est-à-dire que nos utilisateurs, dans leur profil, via leur profil, on leur attribue un certain nombre de catégories. Ils sont étiquetés en fonction de leur... d'un très vaste nombre d'attributs qu'on hérite à partir d'autres briques du SI de HP, essentiellement le CRM. Et ensuite, les contenus, on va les étiqueter aussi avec cette même base de catégories. Et ensuite, on a un mécanisme, un engine, qui, étant donné un contenu et étant donné une règle, et une règle, ça va être, je veux contrôler sur la catégorie A, B, mais pas C, ou E et F, enfin des règles de ce type-là. Et ce mécanisme, qui est en fait un permission checker de Liferay, là on utilise vraiment les capacités de modularité et d'extensibilité de Liferay. Et donc ce mécanisme, il va permettre de nous dire, ok, cet utilisateur, étant donné cette règle et ces catégories, va avoir le droit de voir telle et telle ressource. On arrive au bout du temps, donc on va peut-être pas passer les slides, mais très rapidement, nous, on a bien aimé travailler en tandem sur ce projet. Ça s'est bien passé, et pour faire simple, si on doit recommencer, on recommencera. Mais d'ailleurs, on continue, puisque la Release 1 est donc en Go Live actuellement, et on continue pour la Release 2. Et c'est vrai que du point de vue d'Orange Business Services, avoir l'opportunité de travailler sur des projets de cette envergure, et de cette envergure selon toutes les dimensions techniques, humaines, organisationnelles, c'est des opportunités qu'on n'a malgré tout pas l'occasion de rencontrer tous les jours. Et au titre des individus, personnellement, c'est des challenges qui sont toujours agréables à relever et qu'on relèverait avec plaisir à nous. Voilà. Donc, est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ? Je vais aller vite alors. C'est quoi votre infrastructure de prod pour tenir les perfs worldwide ? Alors, l'infrastructure de prod, c'est un cluster de 8 serveurs JBoss, donc supportant des instances Liferay, le tout sur une base SQL Server. Et distribué mondialement avec des CDN ? Alors, on utilise le cache Akamai, justement pour avoir cet aspect optimisation des performances sur tout ce qui est contenu statique, CSS, JS, images, et ainsi de suite. Et juste une là-dessus, vous avez fait des perfs de cachis ?
vous avez fait des tests depuis la Chine? Alors quotidiennement, et ça c'est des processus qui sont mis en place par HP et qui sont outillés par HP, quotidiennement les performances de la plateforme de production sont mesurées à partir de 10-15 villes réparties à travers le monde pour avoir justement le distinguo de performance en fonction de la localisation du client final. Et pour l'histoire assez rigolote, nos équipes de tests qui gèrent tous ces tests-là sont basées à Shanghai. Ah bah c'est bien. Je suis allé très vite sur le slide des équipes, mais effectivement, elles sont là-bas. Bonjour, je vais poser une question peut-être un peu plus générale, mais si vous pouvez nous dire, comme c'est un retour d'expérience, quel a été peut-être l'aspect technique le plus difficile dans la réalisation du projet? Alors, Orange a accompagné HP en cours de route sur le projet. Et bon, je ne sais pas à quel point ça transparaît à travers la présentation qu'on a faite, mais il y a un ticket technique assez élevé sur le projet. Il y avait des équipes déjà en place avec un niveau de compétence déjà assez élevé. Donc il y avait beaucoup de choses de faites, des designs assez élaborés déjà en place. Donc les premiers challenges, c'est s'approprier ce qui a été fait pour ensuite aller apporter les contributions là où elles sont attendues. Bon, ça c'est vraiment sur l'aspect accompagnement de la part d'Orange sur ce projet en particulier. Après, plus généralement, les aspects techniques, d'une part, il y a les volumétries. On peut certainement imaginer des volumétries encore supérieures, mais malgré tout, on est sur un haut de fourchette, de mon point de vue. Donc, tenir des objectifs de performance ambitieux sur des volumétries pareilles, en soi, c'est tout de même un challenge. Certains points, on a d'ailleurs travaillé en collaboration avec des experts de chez Liferay pour travailler certains points durs sous cet aspect tenue des performances. Deux autres réponses, pas tout à fait techniques, mais dans la partie équipe, effectivement, la montée en compétence d'équipes assez large a été un challenge. Et puis, il y a le côté fonctionnel aussi. Faire en sorte d'avoir autant d'environnements qui se mettent d'accord justement sur comment et quoi faire en priorité. C'est pas purement technique, mais ça a clairement été des challenges chez nous. Et puis le dernier, qui est quand même technique, c'était, on a parlé des 24 langues. Comment est-ce que vous gérez la traduction de 24 langues? Du coup, notre réponse a été le redéveloppement d'un connecteur entre les systèmes de back-office de traduction et l'ensemble du mécanisme de Liferay, connecteur qu'on s'apprête donc à reverser à la communauté. Ma question, c'est, vous n'avez pas de problème de problème de performance lorsque vous avez laissé les utilisateurs customiser leur page d'accueil? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent mettre 10 portlets ou 20 portlets sur leur page d'accueil? À l'heure actuelle, ça ne fait pas partie des points chauds qu'on a mesurés, mais très clairement, ça fait partie des sujets sur lesquels on s'attend à devoir positionner des garde-fous, parce qu'aujourd'hui, effectivement, un utilisateur, s'il veut mettre 150 portlets dans sa homepage, techniquement, il n'y a rien qui va l'en empêcher. Maintenant, en termes de performance, on sait tous très bien que ça ne passera pas. Donc, on est en phase de lancement. L'idée, c'est vraiment que l'utilisateur final s'approprie cet outil. Donc, si l'appropriation est réussie, si l'essai est transformé et que les gens en viennent à l'utiliser si intensivement que des problèmes de performance se posent, ce ne sera pas compliqué de réagir. Mais pour l'instant, ça ne fait pas partie des points mesurés. Merci. Bonjour, j'ai vu que tout à l'heure vous avez une portée sur le search. Est-ce que vous avez utilisé IDOT? Alors le search est géré par Solar, qui indexe deux choses. Je suis passé vite, mais je l'ai mentionné, le catalogue de produits, c'est l'intégration d'un service externe. Donc le search, il indexe simultanément les contenus Liferay, comme on ferait usuellement en déportant le search sur un Solar. Et en même temps, il indexe ses produits. Et à l'interrogation, on agrège ça pour présenter quelque chose de mixte. Comme Liferay le fait avec ses différents assets, on est capable d'ajouter à ça la liste des produits du catalogue d'HP.
Bon, on va prendre une dernière question. Oui, je voulais savoir, en termes de gestion de projet, vous êtes passé par une méthodologie particulière, vous êtes passé en agile, vous êtes... Alors le projet est géré en agile, oui, avec des sprints de 3 semaines. Avec un scrum de scrum à 2 niveaux, donc des scrums sur les équipes locales et un scrum de scrum qui est passé à Grenoble. Bon, merci beaucoup à Guillaume et Sylvain. Merci.